18 000 étudiants, près de 7 000 collaborateurs, près de 10 000 personnes qui font de la formation continue. Et on a vraiment besoin aussi de cette capacité à bouger, de cette capacité à évoluer, à se transformer, malgré le fait qu'on est un immense navire et qu'on aimerait voir en mouvement. Je pense en particulier aux transformations, aux ajustements qu'on a dû faire en temps de Covid. Pour freiner cette propagation, nous avons pris toute une série de mesures fortes, de mesures qui sont drastiques. Du jour au lendemain, on a dû fermer l'université de Genève et on a dû passer dans un mode d'enseignement à distance. Ça, c'était totalement imprévisible, mais c'est vraiment que ça a marqué cette période particulière. Ça a accéléré toute une série de choses. On avait été déjà dans l'enseignement, dans un mode effectivement de pouvoir enseigner à distance, d'enregistrer les cours, mais ça a vraiment été un accélérateur faramineux. Et ça a laissé des traces puisqu'aujourd'hui, pratiquement l'ensemble des cours donnés à l'Université de Genève en présentiel sont en même temps donnés à distance et aussi la capacité des étudiants de pouvoir suivre les enseignements en différé. Ça a incité effectivement les enseignants et les enseignantes à voir comment elles pouvaient adapter leurs enseignements à une forme de transmission du savoir qui est différente. Et il y a toute une série de développements qui ont été réalisés et on attribue chaque année maintenant un prix à l'innovation pédagogique. Le moment phare de l'enseignement et de la valorisation de l'enseignement à l'Université de Genève. Qui permet précisément de pouvoir récompenser des personnes qui ont introduit dans leurs enseignements de nouvelles formes de transmission de savoir. Alors ça peut être aussi parfois des aspects qu'on appelle les cliniques, les lots cliniques, où ce sont les étudiants et étudiantes qui traitent des questions tout à fait pratiques de leur domaine de formation. Un changement de paradigme vers un régime de prise de décision assistée nous semble essentiel en Suisse. Alors, le numérique a une place essentielle dans toutes les recherches. Je crois que cette révolution, elle est en cours depuis pas mal de temps et finalement tous nos chercheurs et chercheuses l'utilisent pour leurs recherches. Et on a aussi effectivement des personnes qui vraiment se consacrent précisément à la question de l'intelligence artificielle. J'ai souvent dit, une université qui n'innove pas se meurt un peu et l'inventivité, l'innovation, c'est vraiment des éléments phares dans notre mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, en 2015, le journal de l'Université de Genève avait fait un article sur ma nomination et l'article était titré que l'université, son avenir se déclinerait autour de la diversité et de l'inventivité. Et je crois vraiment effectivement que ces dernières années ont démontré que cette diversité et que l'inventivité ont été au cœur de notre développement. Et peut-être à titre d'exemple, je citerai quand même le programme Horizon académique. Depuis 2016, un programme de l'Université de Genève permet aux personnes migrantes de commencer ou reprendre des études en leur offrant un suivi personnalisé, des cours de français et la possibilité de suivre des cours en auditeur libre avant de choisir leur filière. On a été particulièrement bien heureux d'avoir ce programme lorsque la guerre en Ukraine s'est déclenchée et qu'on était en capacité d'accueillir un très grand nombre d'étudiants et d'étudiantes ukrainiennes. Et ça, c'est vraiment pour moi la pluralité de notre université qui s'est développée. Elle s'est développée aussi dans la diversité par rapport au nombre de professeurs femmes qu'on a pu recruter. Vous allez étudier dans une université où il y a 53% de femmes doctorantes, 30% de femmes professeurs, 50% de femmes qui occupent des positions à responsabilité. Le pourcentage de femmes professeurs est en train de progresser. Au moment du Covid, on a été amené à mettre en place des instruments pour soutenir et des mesures pour soutenir notre communauté estudiantine. Ça a été évidemment des repas à prix réduit, ça a été des bourses qu'on a mises en place et qu'on a développées. Et ces mesures qui ont été adoptées pendant le Covid, elles ont subsisté au-delà du Covid et je pense que c'est aujourd'hui une capacité aussi de pouvoir attirer une population plus diverse au sein de l'Université de Genève et surtout lorsque ces personnes arrivent à l'université de pouvoir garantir justement des mesures d'accompagnement de cette communauté pour que leurs chances de réussite soient pas influencées par leur milieu social.
suis à la zone sans match, je suis désolé, pité. Corona, tu m'auras pas, t'es dépité. De toute manière, je t'informe solo, je t'ai expliqué. Et ça fait zoom pas kiffer. Alors les étudiants sont de plus en plus organisés par association. Le nombre d'associations a augmenté de manière assez spectaculaire au cours des 9 dernières années. On s'en réjouit parce que c'est à la fois des associations thématiques où ils organisent toute une série d'événements auxquels on apporte notre soutien. C'est aussi des associations qui s'organisent pour essayer de défendre un certain nombre d'évolutions qu'ils souhaiteraient voir au niveau de notre université. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans ce dialogue extrêmement important pour nous. C'était très important. Parfois des associations qui nous ont challengés d'une manière ou d'une autre, en essayant de faire en sorte que nous puissions aussi évoluer. Et je pense que c'est un apport absolument indispensable. 49e, quelle est votre réaction à ce classement, cette forte progression ? Tous les 15 août, au matin très tôt, je me suis réveillé pendant 9 ans pour consulter quelle était notre place dans ce classement de Shanghai. Et puis le dernier réveil du 15 août 2023, je regarde le classement et on est 49e. Et ça, c'était vraiment dû à la médaille Fields que nous avions obtenue en 2022. Donc ça montre aussi la relativité de ces classements, mais c'est quand même quelque chose auquel la cité est très attachée, et surtout aussi pour le politique, investir des ressources pour permettre à l'université de briller, c'est une forme de retour sur cet investissement. Horizon Europe, c'est un programme sur 7 ans, de début 2021 à fin 2027. Sa force principale, un financement de presque 100 milliards d'euros pour la recherche européenne. Depuis l'arrêt des négociations des accords cadres en mai 2021, l'Union européenne a exclu la Suisse du programme. C'est un défi pour nous. On a vraiment dû mettre en place des stratégies qui permettaient toujours d'attirer ces chercheuses et ces chercheurs qui viennent du monde entier. Première stratégie importante, c'était vraiment de leur offrir des infrastructures de pointe pour leur recherche. Et là, encore une fois, il faut être reconnaissant aux fondations qui nous ont aidés pour acquérir parfois des équipements extrêmement onéreux, 10 millions, 20 millions. Depuis très longtemps, on a été membre fondateur d'une ligue européenne qui s'appelle la LERU, la Ligue européenne des universités de recherche, qui regroupe aujourd'hui les 24 meilleures universités européennes d'enseignement et de recherche. La LERU est une ligue extrêmement écoutée, entendue à Bruxelles. Et à toutes les occasions possibles, cette Ligue a exprimé la nécessité que la Suisse ne soit pas exclue du programme Horizon Europe. La très belle surprise pour moi, c'était de voir que ce qui constituait pour moi la meilleure alliance européenne, alors peut-être que les autres n'apprécieront pas tout ce que je vais dire ici, mais c'était l'alliance qui s'appelle 4EU+, qui est venue nous contacter en disant « Écoutez, on aimerait que l'Université de Genève nous rejoigne ». C'était vraiment la manifestation que la Suisse, oui, fait partie de l'Europe, même si elle ne fait pas partie de l'Union européenne, et que la Suisse doit, oui, regagner sa place pleine et entière dans les programmes européens, notamment Horizon Europe. Les choses sont en train aujourd'hui un tout petit peu de s'éclaircir, mais il y a encore du terrain à parcourir. Une liberté, dans mon propos, une liberté qui permettra les échanges, qui permettra éventuellement les contestations, qui permettra la dispute, lorsque la dispute est courtoise, lorsqu'elle est de bonne foi, lorsqu'elle est soucieuse de convaincre, elle est salutaire, notamment en démocratie. Je crois qu'il faut vraiment distinguer la notion de liberté académique, qui est absolument essentielle dans toute communauté universitaire à travers le monde, et sur laquelle il faut toujours et encore mettre l'accent absolument. Cette liberté académique, c'est celle qui permet effectivement à la science d'avancer, de pouvoir parfois faire des recherches dans des domaines un peu imprévus, imprévisibles, mais qui sont parfois des domaines qui précisément vont apporter à la collectivité des développements extrêmement importants. Et c'est surtout aussi la possibilité d'aborder des thèmes qui sont délicats, dont on sait qu'ils sont délicats, mais qui doivent pouvoir être abordés. Alors, il y a un certain nombre de chercheuses et de chercheurs, d'enseignants et d'enseignantes qui, à un moment donné, se sont dit « je ne vais plus aborder ces questions parce qu'elles sont trop sensibles ». Elles peuvent susciter auprès de mon public estudiantin des réactions que j'aurais de la peine à maîtriser. Et moi, je leur ai toujours dit, vous devez continuer avec des approches objectives, scientifiques. Il faut absolument
préserver cette liberté académique. Cette liberté, c'est aussi ce qui a permis à l'Université de Genève d'atteindre la qualité qu'elle a aujourd'hui. Human rights challenges are amongst the most complex business challenges for corporations today. Le thème des droits humains a toujours été un thème absolument essentiel dans notre université, pas seulement parce que c'est une valeur qui sous-tend notre institution, mais aussi parce qu'on a énormément de gens qui travaillent sur la question des droits humains, que ce soit du point de vue juridique, que ce soit du point de vue aussi économique. On a un centre qui s'appelle Business and Human Rights. Donc vraiment, les droits humains ont toujours été au centre de notre institution. Et à l'occasion de Dies Academicus, on a toujours essayé de mettre un peu en évidence, en exergue, des personnes qui étaient atteintes dans leurs droits humains. Et le cas de Fariba Abdelkha était précisément un cas qui était très emblématique pour nous, d'une chercheuse française iranienne qui était retenue dans les prisons iraniennes, qui avait des liens relativement étroits et forts avec la faculté des sciences de la société. Et donc cette faculté nous a proposé de lui octroyer un DHC, un doctorat honoris causa. C'était un élément extrêmement important pour moi de pouvoir rénover l'ensemble des bâtiments historiques de l'Université de Genève. Aujourd'hui, c'est quasiment fait ou c'est fait, et c'est une grande satisfaction pour moi. Mais c'est aussi une satisfaction de voir qu'au-delà de ces rénovations, on a mis aussi en chantier maintenant des nouveaux bâtiments qui vont nous permettre de répondre à la croissance très importante de nos nombres d'étudiants et de pouvoir leur offrir dès 2028 un nouveau bâtiment sur l'ancienne caserne des Vernets. Puis il y en a un deuxième qui se trouvera de l'autre côté de l'Arve, un bâtiment qui sera consacré à la section de physique et de mathématiques. C'est aussi symboliquement quelque chose d'important pour nous parce que c'était aussi deux sections de notre université, de la faculté des sciences, qui ont été récompensées en 2019 par le prix Nobel de physique attribué à Michel Mayor et Didier Queloz. Là, on est en train de détecter une planète. Et puis les mathématiques avec la médaille Fields, qui est quasiment l'équivalent d'un prix Nobel en mathématiques, avec cette médaille Fields qui a été octroyée à Hugo Duminil-Copin. C'est un honneur extraordinaire pour la Suisse romande. Et c'est la 4e fois qu'un professeur ou un ancien étudiant de l'UNIGE reçoit la prestigieuse médaille. Merci. Merci de tout ce que vous avez pu accomplir, ce que l'université est aujourd'hui. C'est vous qui l'avez réalisé, c'est grâce à votre travail, grâce à votre engagement exceptionnel. L'engagement des chercheuses, des chercheurs, des étudiants et des étudiantes, mais aussi de l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices. Le personnel administratif et technique, je insiste beaucoup là-dessus, c'est un corps uni et c'est ensemble que l'on pourra affronter tous les défis qui seront encore à surmonter dans l'avenir. Donc la force de notre université, c'est le collectif, beaucoup plus que les individualités. On avait un rectorat qui était très soudé et qui a pu vraiment affronter toutes ces questions vraiment de manière collective. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai toujours cru. Moi-même, j'étais un coureur de 100 mètres ou de 200 mètres. Mais les disciplines que j'ai toujours préférées, c'était le 4 x 100 mètres. Parce que le 4 x 100 mètres, il y avait 4 personnes qui devaient s'entendre très bien pour pouvoir se passer le témoin de la manière la plus efficace possible et de pouvoir battre des équipes qui individuellement étaient peut-être meilleures. Mais simplement, le collectif a pris le pas sur l'individuel. Et je crois beaucoup à cette valeur du collectif. Merci de tout votre travail. C'était un vrai bonheur de pouvoir être à la tête de cette université. Je vais en repartir avec plein de souvenirs, avec plein d'images qui resteront à graver jamais dans mon cœur. Donc, oui, un immense merci.